Bonjour monsieur Lehy. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté, comme je le fais à chaque fois, cette invitation pour Regard Actu. Je souhaitais vous poser quelques questions à propos des sénatoriales. D'accord. L'élection des sénatoriales est une élection un petit peu particulière, c'est pas le grand public qui vote. C'est pas le grand public qui vote. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu qui sont c'est les grands électeurs? Voilà, qui sont les grands électeurs, c'est facile. Alors, les grands électeurs sont en fait les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, enfin les conseillers généraux, voilà, du département. Du communautaire? Non. Pas communautaire. Pas communautaire. Alors, il y en a forcément, puisque les élus communautaires sont des élus municipaux, mais ils ne le sont pas au titre d'élus communautaires. D'accord. Et le nombre de grands électeurs par commune varie en fonction de la taille de la commune. Sur Montluçon, il y a le nombre de grands électeurs, c'est donc la totalité des conseillers municipaux, plus une dizaine de mémoires de délégués qui normalement sont élus par le conseil municipal. Et à Montluçon, nous nous sommes mis d'accord avec les trois groupes d'opposition pour que ces délégués soient élus d'office à la proportionnelle des trois groupes. On s'est mis d'accord, il y a donc eu une liste commune de présentés représentant le groupe majoritaire et les trois groupes d'opposition proportionnellement à ce qu'ils sont. Et les choses se sont passées avec l'accord de tout le monde. Bon. Certes, ces élections, c'est pas nouveau, ça date de... Même au-delà de la Ve République. Oui, voilà. C'est bien plus vieux que ça. Bien plus vieux que ça, justement. C'est pas un mode d'élection un petit peu archaïque, dans le sens où il éloigne les citoyens de leur rôle d'électeur? Alors, l'élection sénatoriale se passe comme ça depuis, j'allais dire, la nuit des temps. C'est vrai que c'est un mode de scrutin que l'on garde depuis longtemps. Le Sénat est censé représenter les territoires français. Donc, les législateurs de l'époque ont cru bon pour représenter les territoires français, de faire élire leurs représentants par les élus de ces territoires. Bon, c'est comme ça. Vous savez que le général de Gaulle avait tenté de supprimer le Sénat en 1969. Son référendum a entraîné son départ, n'a rien changé au Sénat. Et c'est vrai que depuis, beaucoup envisageaient de modifier un peu, mais je crois que c'est tellement ancré qu'il me paraît difficile aujourd'hui d'obtenir un consensus pour changer le mode de scrutin, et je crois que le consensus ne serait même pas une question gauche-droite. Bon, c'est comme ça, archaïque peut-être, différent des autres élections. En tout cas, un peu conservateur, on va les dire. Un peu conservateur, mais ça, je l'admets tout à fait. Ces élections, les prochaines élections, alors le Sénat est renouvelable par tiers? Non, alors avant c'était par tiers tous les 3 ans. Et là, c'est la moitié qui va être renouvelée. La dernière élection a eu lieu dans notre département, il y a 6 ans. D'accord, moi je pensais que c'était toujours par tiers. Non, ça a changé, je crois que c'est pour les dernières élections, je crois que ça a dû changer. Très bien. Eh bien, c'est une information importante, parce que je suppose que beaucoup l'ignorent comme moi. Peut-être même un certain nombre de grands électeurs l'ignorent-ils. Oui, peut-être, c'est possible. Donc, dans l'Allier, il va y avoir, ces élections auront lieu partout, bien sûr, sur le territoire. Partout, le 28 septembre, le dimanche 28 septembre. Dimanche 28 septembre. Alors, on a expliqué qui, parmi ces grands électeurs, allait voter. Maintenant, j'aurais souhaité savoir comment se passe l'investiture de ces candidats. Je suppose que, comme pour les élections législatives, les partis politiques investissent des candidats. Tout à fait.
Tout à fait. Alors, n'importe qui peut se présenter de façon tout à fait libre et indépendante, mais les partis, effectivement, investissent des candidats. Dans l'Allier, il y a 2 candidats. Depuis 2008, il y a un sénateur de droite qui est Gérard Deriot, une sénatrice de gauche qui est Mary Church. Les élections de 2014 vont voir se présenter un certain nombre de candidats présentés par leur parti. Je sais que le Parti socialiste a déjà fait connaître ses candidats, qui de mémoire sont M. Denisot et Boulade, si j'ai bonne mémoire. Alors, ou le Parti communiste ou le Front de gauche, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques bisbilles entre les deux en ce moment, je ne sais pas trop, mais bon, ils auront leur candidat également. Le Front national a désigné une candidate. Je ne sais pas si le centre en désignera, et l'UMP a désigné 2 candidats il y a une quinzaine de jours, et c'est la raison de notre grogne. D'accord. Qui sont ces candidats? Alors, les 2 candidats qui ont été désignés, alors, je ne sais pas si on peut encore parler d'investiture, puisqu'on ne sait pas trop comment les choses vont finir de se passer. Est-ce qu'elles vont se passer comme au niveau des législatives ou pas? Je vous expliquerai tout à l'heure. Mais les 2 candidats désignés par la Commission nationale d'investiture sont Gérard Deriot et Claude Maluret. D'accord. Très bien. Ça veut dire que, donc, M. Ducléry n'a pas été désigné. Voilà, et c'est là que, c'est pour cette raison que nous sommes en colère. Alors, nous ne sommes pas en colère par le fait qu'il n'ait pas été désigné. Il y avait, Gérard Deriot était candidat, et il y avait comme candidat les 3 maires des grandes villes. Il y avait Périssol, Maluret, Ducléry qui étaient candidats. Ce qui nous a mis en colère, c'est d'avoir appris la façon dont s'était déroulée cette élection. Si vous voulez, ma première réaction quand j'ai découvert le résultat, bon, je savais que la commission devait se réunir, et j'ai eu l'information tard le soir sur Facebook. C'était sur le site de La Montagne ou de RJFM, enfin bon, peu importe. J'ai appris désigner Deriot Maluret. Ma première réaction était une réaction de déception, mais rien d'autre. Et puis, petit à petit, nous avons appris un certain nombre de choses sur la façon dont s'était déroulée cette élection. L'élection, alors, qui n'est pas une élection, qui est une désignation. Je pense que c'est important. Une élection interne. Voilà, c'est une désignation des candidats. La Commission nationale d'investiture comporte 55 membres. Le soir de cette désignation, ils étaient 28, c'est-à-dire la moitié plus 1. Et nous avons... Ce qui est suffisant. Il semblerait. Mais ce qui est surprenant, c'est que sur les 27 qui n'étaient pas présents, il y en a un certain nombre qui nous ont assuré ne pas avoir été convoqués. Ah, d'accord. Voilà. Deuxième chose, cette désignation, donc les 4 candidats ont été désignés. Gérard Deriot, à part en tant que candidat sortant, il ne faisait pas partie du choix. Il y a eu un tour de scrutin où Daniel Ducléry a obtenu 13 voix, Claude Maluret 11 et Pierre-André Périssol 4. Donc, et puis, Daniel Ducléry était largement en tête. Était en tête, alors largement non, 13 contre 11, mais bon, il était en tête. Et il y a eu un deuxième tour, ce qui, à ma connaissance, ne s'était pas fait précédemment. Et ce deuxième tour, Daniel Ducléry a gardé ses 13 voix, et Claude Maluret a récupéré les 4 voix de Périssol, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé avec 15 voix, et Daniel Ducléry avec 13 voix. Et ces 2 faits, c'est-à-dire qu'un certain nombre de grands électeurs internes, disons, de membres de la commission, n'ayant pas été invités ou convoqués, peu importe le terme,
Cette forme de désignation à deux tours, qui n'existait pas et qui a été faite cette fois-là, nous ont pour le moins perturbés. Interpellés. Et après avoir vérifié sur les statuts, on s'est rendu compte que la façon dont s'était déroulée cette élection n'était pas normale. Elle n'était pas conforme. Elle n'était pas normale. Alors, pas conforme au statut, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de cette désignation. Mais simplement, ce qui paraissait logique, c'est que les antécédents soient respectés, c'est-à-dire ce qui était fait pour les législatives, par exemple, soit respecté, ou ce qui avait été fait pour les municipales. C'est ce qu'on appelle l'usage. Par exemple, voilà, que l'usage soit respecté. Et là, un certain nombre de délégués non prévenus, les deux tours qui n'existaient pas avant. Nous avons donc décidé de demander à l'UMP de nous donner des explications. Et vous demandez également que soit alors, l'élection ce que nous voulions d'abord, c'était avoir des explications. Et c'est pour cette raison que mardi soir, il y a eu une réunion publique à laquelle participaient à peu près 200 personnes. Donc réunir 200 personnes un 22 juillet en les prévenant la veille, je ne connais pas beaucoup de monde qui soit capable de le faire. Et j'ai donc proposé, lors de cette réunion, alors pourquoi c'est moi qui l'ai proposé? Tout simplement parce que nous avons été au début une dizaine à décider de monter cette opération, et j'ai été choisi comme porte-parole. Voilà. Le truc, ce que je disais l'autre jour en plaisantant lors de la réunion, on m'a choisi comme porte-parole peut-être parce que je parle le plus fort. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc je suis le porte-parole de ce groupe. Et nous avions décidé, c'est ce que j'avais proposé lors de la réunion, de demander des explications à l'UMP, et faute de réponse valable et argumentée de la part de l'UMP, nous demanderions à Daniel Duguerry d'être candidat libre et indépendant au sénatorial. Et la salle, à l'unanimité, a suivi un autre orateur qui était André Gérignet, qui lui a dit clairement, et c'est ce qui a été mis aux voix, entre ma position modérée, demander des explications si on n'a pas de réponse, on demande d'aller, et lui, sa position a été de dire, on se fiche de l'UMP, ils se sont moqués de nous, donc on demande à Daniel d'y aller. C'est un début de crise entre... Alors, c'est pas un début de crise. Moi, je vais vous répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, comme certains savent bien le faire. Il y a des amis qui m'ont dit, mais en prenant la tête de cette opération, tu n'as pas peur de te faire virer de l'UMP? J'y ai pensé. Alors, la réponse est très simple. Je ne serai pas viré de l'UMP parce que je n'ai pas renouvelé ma cotisation. D'accord. Et je n'ai pas renouvelé ma cotisation avant même cette histoire-là. Je dois dire que depuis un certain nombre de mois, quand je vois comment les choses se passent, que les querelles internes prennent plus de temps que la lutte contre la politique du gouvernement, je me dis que je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Donc je n'ai pas renouvelé ma cotisation, je n'ai pas rendu ma carte. Je n'ai pas renouvelé ma cotisation en disant je reste en attente jusqu'au congrès de novembre qui va désigner un nouveau président. Si les choses se passent bien à ce moment-là, je redeviendrai adhérent de l'UMP. Ça, c'était avant la désignation des candidats au sénatorial. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferai en novembre. Mais oui, c'est vraiment une fronde. Oui, c'est réellement une fronde. C'est une fronde. On s'est moqué de nous. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, il y a des problèmes partout. Il n'y a pas de raison de se moquer. Je sais bien que les Parisiens, en tout domaine, ne savent pas ce qui se passe en province, et c'est d'autant plus vrai dans les partis politiques et dans tous les partis politiques. Mais il y a quand même des choses qui sont surprenantes.
Un autre point important, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, entre désignation et investiture, c'est que ce qui s'est passé pour les législatives, après la désignation par la commission, il y a un bureau national qui a entériné. Bon, mais ça, le bureau n'enregistre, ça s'arrête là. Et après, pour les législatives, il y a eu une convention nationale qui avait validé les investitures. Là, apparemment, il n'est pas question de convoquer cette convention. Donc, troisième point, qui ne respecte pas l'usage, comme vous disiez tout à l'heure. D'accord. Pour moi, et pour nous, trop, c'est trop. D'accord. Voilà où nous en sommes. Et depuis mardi soir, les 200 et quelques personnes élues, adhérents, sympathisants de l'UMP et plus généralement sympathisants de Daniel Duberry, lui demandent de présenter sa candidature en candidat indépendant. Soyons clairs, monsieur Monsilovic, si la situation restait en l'état, oui. Est-ce qu'on pourrait se diriger vers une désaffiliation collective des adhérents de l'UMP ici, de l'UMP Ça trotte dans les têtes alors, je ne veux pas parler au nom de tout le monde, oui, mais j'en connais un certain nombre qui ont fait comme moi, qui n'ont pas renouvelé leur cotisation. D'accord. Il y a un vrai malaise. Donc. Oui, mais il y a un vrai malaise, hein, c'est clair. Moi, je suis à l'UMP depuis 10 ans. Avant, j'étais à l'UDF. J'ai quitté l'UDF à la suite d'une crise, mais qui n'avait rien à voir avec celle-là, qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de l'élection entre Bayrou et Madeleine pour la tête de l'UDF. Je trouvais que Bayrou avait des positions insoutenables. J'ai quitté l'UDF, je suis rentré à l'UMP. Voilà, hein, c'était... mais on ne peut pas parler de crise. J'étais en désaccord, je suis parti. Voilà, donc j'étais en désaccord, je suis parti. Là, on a quand même... Là, c'est un problème de fonctionnement interne. Là, c'est un problème de fonctionnement interne et qui s'ajoute à ce qu'on a vu depuis l'élection du président, depuis l'élection de Copé à la présidence de l'UMP. Ça s'est multiplié. Et puis, il faut bien reconnaître que les révélations qui se multiplient en ce moment sur le train de vie de certains dirigeants de l'UMP, notamment les remboursements qui sont assez conséquents dans certains cas, peut jouer aussi dans la tête de certains militants. Ah mais absolument. Si vous voulez, moi ce qui m'a le plus chagriné et ce qui est à l'origine du fait que je n'ai pas renouvelé ma cotisation, c'est, au-delà de ces histoires, c'est que je considère que l'UMP aujourd'hui ne remplit plus son rôle. Moi je reste fidèle aux idées que j'ai défendues pendant des années, je reste fidèle à un certain nombre de personnes qui aujourd'hui continuent, malgré les marées, à soutenir, à faire vivre l'UMP, ceux qui servent l'UMP, mais je commence à en avoir marre de ceux qui se servent de l'UMP pour leur petite lutte ou leur petit confort personnel. Et malheureusement, il y en a. C'est des choses qu'on a vues dans tous les partis. C'est vrai que chaque fois qu'un parti perd une élection, je me souviens du Parti Socialiste en 1993 qui a été dans une situation qui a explosé aussi à ce moment-là, on pouvait espérer qu'après la défaite de Sarkozy et la défaite aux législatives en 2012, il y ait une prise de conscience, qu'on essaye d'abord de s'expliquer pourquoi on avait perdu. Est-ce qu'on avait perdu à cause de notre politique? Est-ce qu'on avait perdu pour notre attitude? Est-ce que c'était une question d'homme entre Sarkozy et Hollande, que c'est une question politique? Il y a quand même beaucoup de questions à se poser. Mais ça peut être c'est vraisemblablement un mix de tout ça. Mais je constate depuis que rien n'a été fait. Quand on voit aujourd'hui un certain nombre de textes de lois et de réglementations qui ont été prises et les positions de l'UMP, ils ne font pas leur travail. Mais pourtant, il
et on va s'acheminer vers la fin de l'interview, là, mais il y a une question qui me taraude, là. Oui. Il y a pourtant un triumvirat, si je puis dire ainsi, en tout cas une direction à trois têtes en ce moment. Oui. On aurait pu penser que en termes de transparence, de respect des règles, les choses prennent plutôt une bonne tournure. Vous avez, il y a Alain Juppé, je rappelle, il y a Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Luc Châtel, secrétaire. Est-ce que vous les avez interpellés, eux, directement sur cette moi personnellement, non, mais notre réunion de l'autre jour, le texte fondateur de cette réunion leur a été adressé. C'est notre secrétaire départemental, donc Jean-Michel Aussour, qui, lui, c'est son rôle, reste totalement neutre au niveau du département, mais il a rempli son rôle en faisant remonter à Paris la grogne qu'il y a aujourd'hui à Montluçon. Oui, je vais juste vous donner une image où je considère que nos dirigeants ne font pas leur travail. Aujourd'hui, la première question que se posent les gens de l'UMP en chaque élection, c'est est-ce qu'on sera avant ou après le FN? S'ils faisaient sérieusement leur travail, on serait 10 points devant. Et un seul exemple, regardez à Montluçon, pour les municipales, on ne s'est pas posé la question, le FN n'a même pas été capable de monter une liste. Regardez aux élections européennes, 2 mois plus tard, sur l'ensemble de la région Grand Centre, le FN est en tête. À Montluçon, c'était l'UMP qui était en tête. Ça veut dire qu'à Montluçon, on sait mobiliser. On sait ce qu'est la loyauté envers notre parti. Mais la loyauté, ça se partage. Et aujourd'hui, je considère que c'est le parti qui n'a pas été loyal envers nous. Si le parti redevient loyal, nous reviendrons au parti. Pour l'instant, il ne l'est pas. Monsieur Dugléry, lui, attend il est très embêté. J'en ai longuement parlé avec lui. Il a plus de scrupules que moi, plus de scrupules de loyauté que moi vis-à-vis du parti, vis-à-vis de Claude Malhuret, alors qu'il est un de ses amis, qui est un ami aussi. Mais ça n'est absolument pas fait contre lui. Que les choses soient claires. C'est pas dirigé contre un homme, c'est une méthode que nous condamnons. Donc il est très embêté. Et donc il n'a pas encore pris... Il n'a pas encore pris de décision. Il attend peut-être aussi Alors bon, on attend les retours de Paris. Est-ce que... je vais dire un truc. Si Paris nous prouve, par des textes qu'on n'aurait pas découvert, que ce qu'ils ont fait est légal, je m'incline. Oui, peut-être vous, mais peut-être pas tous. Et si ce qu'ils ont fait est légal, il n'y a pas de raison de... Mais pour l'instant, d'après les textes que nous avons, ça ne répond pas à l'habitude du parti. Donc on attendra en même temps le retour, et vous ne manquerez pas de nous en informer, le retour de Paris, puisque si je comprends bien, vous n'avez pas encore des... Alors non, nous n'avons pas encore, mais le retour, ça... Alors, il y a un site, une page sur Facebook qui s'appelle Collectif pour la candidature de Daniel Dugléry, qui va passer en temps réel, qui passe en temps réel toutes les informations. Très bien, mais écoutez, on la mettra, en tout cas on informera les lecteurs de l'existence de cette page, et en attendant, je vous remercie de... Écoutez, c'est avec plaisir que je réponds à vos invitations, même si je dois dire que la raison aujourd'hui n'est pas très agréable pour le militant que je suis. Bien sûr, mais en même temps, c'est aussi dans ces circonstances qu'il faut éclairer les électeurs et les citoyens sur la situation. On leur doit en quelque sorte la vérité. Tout à fait. Voilà. Je dis, la loyauté doit être partagée. Tout à fait. Je vous remercie, monsieur.